Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Comment garder et respecter les mesures de distanciation sociale recommandées dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus? Pour répondre, nous irons en Afrique du Sud et comme vous le verrez, difficile de garder ces distances. Le nouveau coronavirus frappe aussi durement l'économie. Illustration à Abidjan en Côte d'Ivoire, dans l'un des plus grands ports d'Afrique subsaharienne francophone. Ici, aux États-Unis, le nombre de personnes atteintes du Covid-19 augmente jour après jour et déjà plus de 5000 personnes sont mortes de la maladie. Une fois encore, bonsoir. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, s'est excusé mercredi pour la violence et les tactiques dures utilisées par la police la semaine dernière pour imposer un couvre-feu national en raison du nouveau coronavirus. La croissance économique du Niger, pays parmi les plus pauvres du monde, devrait baisser fortement en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19 qui a fait 2 nouveaux morts et une nouvelle infection hors de Niamey, selon les autorités. Un confinement de la population entrera en vigueur dès dimanche et pour 3 jours en Sierra Leone. Pendant ce temps, le Sénégal se prépare, lui, à apporter une aide alimentaire d'urgence à quelques 8 millions de Sénégalais exposés aux effets, bien sûr, du nouveau coronavirus, le Covid-19, dont on parle également au Tchad. Je vous propose d'ailleurs ce micro-trottoir réalisé en Djamena par André Kodmadjingar. Le coronavirus, c'est une pandémie qui a semé une panique et elle est mondiale. Elle n'épargne même pas un pays, elle n'épargne pas le noir, le blanc, riche, pauvre. C'est une maladie à prendre au sérieux. Le gouvernement a pris des mesures salutaires, mais l'applicabilité sur le terrain pose problème. Parce qu'il va falloir commencer par la sensibilisation. C'est quand la sensibilisation est accentuée et que la population n'arrive pas à respecter, c'est là qu'il faut réprimer. Mais ici au Tchad, les gens ont commencé par réprimer sans sensibilisation. Donc jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes ne connaissent pas le mode de transmission du coronavirus. Par rapport aux mesures, moi je conseillerais au peuple de respecter d'abord tout ce qui est proposé par le corps médical ou soit l'autorité sanitaire. De deux, je proposerais au gouvernement de donner des coupons financiers à tout le peuple tchadien d'un montant de 200 000 francs à ce que chaque Tchadien fait sa provision. Et je proposerais que l'eau, qui est devenue maintenant un denrée ménable le plus cher du Tchad, devient gratuite et aussi l'électricité serait gratuite pendant cette période de confinement. La peur a commencé depuis que j'ai entendu que les pays développés sont les plus touchés. Si les pays développés qui ont des moyens pour faire face à des grandes pandémies et épidémies sont aujourd'hui dépassés, ce n'est pas nous les pays en voie de développement ou sinon les pays du tiers-monde qui échapperont. Donc la peur a commencé depuis longtemps. Aujourd'hui au Tchad, avec ces 7 cas révélés, la peur est encore davantage. Vous aurez constaté juste derrière moi que les populations n'ont pas encore pris au sérieux cette question. Porter le masque coûte 100 francs, 200 francs, la population est capable de porter. Or, on dit bien que cette maladie n'a pas de vaccin. Le coronavirus est une pandémie qui fait peur, ça effraie même, je veux dire. Mais pour le moment, je ne suis pas encore effrayée autant que ça, parce que je me dis qu'on ne devrait pas nous laisser aller à la peur, parce que si on a peur et on se laisse paniquer, nous allons encore nous mettre dans beaucoup de situations. En Afrique du Sud, pays africain le plus touché par le Covid-19, la batterie de mesures annoncées par le gouvernement peine à se mettre en place. À Johannesburg, dans le quartier de Soweto, certains habitants défient les forces de l'ordre qui veulent faire respecter le confinement. D'autres méprisent la mesure de distanciation sociale décrétée par le gouvernement
en raison bien sûr de la pandémie. Yacouba Ouedraogo pour le constat. De longues files d'attente devant les magasins pour s'approvisionner, des personnes pas nécessairement protégées qui se côtoient. Dans le canton historique de Soweto, à Johannesburg, les mesures de distanciation sociale décrétées par le gouvernement ne sont pas la chose la mieux partagée. Certains habitants de Djobour estiment qu'après plus de 3 semaines de confinement, les gens sont fatigués de rester chez eux. Je pense que la plupart des gens sont simplement frustrés par le fait qu'ils doivent rester dans leur maison, mais je suppose que certains d'entre eux sont juste ignorants parce que nous devons prendre des précautions pour nous protéger. Quand j'entrais dans ce centre commercial, mon inquiétude était qu'il n'y ait pas de Marshall. Comme vous pouvez le voir, les files d'attente dans ce centre commercial sont longues, mais il n'y a pas de Marshall. Et en regardant la distance qui a été fixée, ce n'est pas respecté. Dans les rues de Soweto, les forces de l'ordre s'emploient à faire respecter le confinement en utilisant souvent la manière forte. Une contrainte par la force qui reçoit l'approbation de certains Sud-Africains. Je pense que la force minimale devrait être mise en œuvre parce que les gens n'écoutent pas. En plus des gens qui viennent ici pour acheter, il y a des gens qui boivent et qui errent encore dans les rues. Nous n'avons pas obtenu les jours libres juste pour rester à la maison et faire tout ce que nous voulons faire. Nous ne pouvons pas considérer ça comme des jours fériés. Nous devons vraiment adhérer. Le ministre de la Défense a condamné tout type d'abus de la part des forces de sécurité après que des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des civils contraints de s'accroupir ou de rouler au sol. Le gouvernement dit commencer bientôt le dépistage de porte à porte, selon l'annonce faite lundi par le président Cyril Ramaphosa. L'exercice sans précédent mobilisera au moins 10 000 personnes à travers ce pays de 57 millions d'habitants. Le port autonome d'Abidjan en Côte d'Ivoire, l'un des plus grands d'Afrique subsaharienne francophone, connaît une baisse d'activité du fait de la pandémie du nouveau coronavirus. Afin de minimiser les conséquences économiques du Covid-19, les responsables du port ont pris de nouvelles dispositions pour les usagers. On fait le point avec Blanche Sanou. Avec la crise du nouveau coronavirus, le port autonome d'Abidjan a renforcé les dispositifs sécuritaires et sanitaires avant l'escale des navires. Le 25 février, donc, tout navire qui doit rentrer au port d'Abidjan et reste en mer, on dépêche une équipe de l'INHP au préalable qui va faire tester tous les membres de l'équipage. Et si l'équipe de l'INHP estime que le navire est sain, que l'équipage est sain, en ce moment-là, les pilotes du port sont habilités à monter et prendre le navire en charge. En plus des mesures sanitaires, les responsables du port ont réaménagé le calendrier horaire afin de continuer leurs activités. Ce qui se faisait la nuit, ça ne fait plus. La nuit, ça se fait dans la journée, ça a fait que les transmissions se sont déportées. Ça nous crée comme les conditions de terminal conteneur. Mais en tout cas, à ce jour, le port fonctionne normalement. Donc tout ce qui doit sortir sort et tout ce qui peut rentrer pour le besoin de l'économie rentre. Pour limiter l'impact économique, le président Alassane Ouattara a annoncé un plan de riposte national d'un montant de près de 150 millions d'euros. Cette pandémie va avoir une conséquence sûrement sur le trafic portuaire. Espérons que ces moments d'arrêt de l'économie mondiale ne soient pas très longs. Cet effet aussi, dans ce cadre-là, on pourra peut-être espérer une reprise et un rattrapage. Mais pour l'instant, on constate effectivement qu'il y a un effet sur la fréquentation du port. Dans la lutte contre le Covid-19, le gouvernement ivoirien a renforcé ses infrastructures sanitaires avec au moins 300 lits dans 5 établissements hospitaliers d'Abidjan, épicentre de la pandémie dans le pays. Le nouveau coronavirus a infecté plus de 940 000 personnes et tué plus de 47 000 dans le monde, selon un décompte de l'université Johns Hopkins. Plus de 500 000 cas de contamination par le nouveau coronavirus ont été officiellement diagnostiqués en Europe, soit plus de la moitié du total mondial. Pas moins de 34 500 décès ont aussi été enregistrés en Europe. C'est le continent le plus touché par la pandémie, on le disait, de Covid-19. Avec plus de 100 000 cas chacun, l'Italie et la France sont les pays européens les plus atteints. La Chine, elle, fait état de 3 318 décès.
Mais les États-Unis sont parvenus à la conclusion que Pékin a menti en sous-évaluant largement ces chiffres, selon un rapport confidentiel du renseignement américain. Les États-Unis, justement, qui ont signalé ce jeudi plus de 216 500 cas avec plus de 5 000 décès, et la situation pourrait empirer d'après les révélations d'un prestigieux panel scientifique qui a déclaré hier soir à la Maison-Blanche que les recherches montrent qu'on peut propager le nouveau coronavirus non seulement par des éternuements ou la toux, mais aussi, tenez-vous tranquille, simplement en parlant ou peut-être même en respirant. Les stocks fédéraux de matériel médical d'urgence sont presque épuisés aux États-Unis. Des aides arrivent heureusement de l'extérieur, des fournitures médicales russes pour aider le pays à combattre la pandémie de Covid-19 ont ainsi atterri mercredi après-midi à New York. Selon la mission russe aux Nations Unies, ces fournitures aideraient les communautés locales et les hôpitaux dans leur action cruciale contre la propagation du nouveau coronavirus. Les entreprises et les centres de recherche ont combiné leurs efforts pour vaincre le nouveau coronavirus. Les respirateurs étant en nombre insuffisant dans de nombreux pays, une université allemande a mis au point des dispositifs rudimentaires pour aider les patients partiellement guéris. C'est un reportage de Arash Arabazati. Le récit est de Blanche Sano. Les scientifiques de l'université Philippe de Marbourg ont mis au point un respirateur simplifié. Nous avons effectué des tests qui montrent que cet appareil est prêt à être mis sur le marché, mais nous n'avons pas encore l'homologation. Et nous faisons appel aux politiciens afin que nous puissions obtenir l'approbation et que notre appareil puisse être mis sur le marché dès que possible et atteindre les hôpitaux. Voici l'un des deux modèles du nouveau respirateur. Il utilise une pompe à main automatisée avec des fonctionnalités supplémentaires. Les chercheurs disent que ce dispositif permet déjà aux patients de faire face aux symptômes du Covid-19. Un patient gravement atteint ne doit pas être connecté directement à notre modèle. Il doit d'abord être connecté à un respirateur professionnel. Dès lors, celui-ci sera à nouveau libre et un autre patient pourrait être connecté. Notre but est de soulager le système de santé. Les développeurs se sont inspirés d'un appareil scientifique conçu pour le traitement de l'apnée du sommeil. Ensuite, ils ont ajouté des accessoires pour en faire un respirateur. Cela fonctionne en appliquant une pression sur les voies respiratoires de la personne qui l'utilise, de sorte qu'il inspire et expire facilement. Donc tout ce que nous avons fait, c'est d'ajouter des accessoires. Ce nouveau respirateur simplifié pourrait sauver des vies dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Le parti du président guinéen Alpha Condé, dont le projet de nouvelle constitution est au cœur d'une grave crise politique, a remporté plus des 2/3 des sièges lors des législatives du 22 mars. C'est ce qu'a annoncé mercredi la commission électorale. D'après cette institution qui supervise donc les élections, le RPG, Rassemblement du peuple de Guinée, parti au pouvoir, a remporté 79 sièges sur les 114 que compte l'Assemblée nationale, selon un mode de scrutin mêlant à la fois vote à la proportionnelle et scrutin uninominal à un tour. Avec une majorité dépassant les 2/3, le président Alpha Condé aura les coudées franches pour mener à bien ses projets. Il n'a pas dit s'il se porterait candidat à un 3e mandat fin 2020, mais pour ses opposants, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. On va tout de suite au Cameroun, où les affrontements en cours entre les séparatistes camerounais et l'armée ont touché près de 2 millions de personnes, faisant des milliers de morts et des centaines de milliers de personnes déplacées. Beaucoup de ces déplacés ont trouvé refuge dans la ville voisine de Douala, où ils vivent entassés dans de petites pièces et ont du mal à s'en sortir. C'est un reportage d'Anne Zouanke de Douala. Le récit est signé Arzuma Compaoré. Joseph Mofor a fui son village du nord-ouest du Cameroun vers une banlieue de Douala lorsque le conflit séparatiste a éclaté en 2017. En tant que leader dans son village, il a depuis lors offert à d'autres personnes déplacées à l'intérieur du pays à cause des combats en cours un endroit sûr où vivre. Il abrite aujourd'hui des centaines de déplacés internes dans et autour de sa maison de 100 mètres carrés. La seule chose à laquelle nous sommes confrontés ici et qui est très traumatisante est le problème des toilettes. Parce que nous n'avons qu'une seule toilette. Il faut faire la queue pour aller aux toilettes le matin. C'est traumatisant. Kérin Ngwa a également fui les combats pour se rendre à Douala et vit dans une petite pièce avec 9 autres personnes. Comme de nombreux déplacés, elle est au chômage et sa famille lutte pour les repas quotidiens. Mais le plus difficile, dit Ngwa, est de surmonter le traumatisme du conflit. Il y avait la guerre et nous ne pouvions pas soutenir la guerre. Tant de tirs d'armes à feu et d'incendies de maisons. Nous ne pouvions pas rester là-bas. Ce n'était pas facile pour nous. Selon les Nations Unies, les affrontements en cours entre les rebelles anglophones et les militaires dans la région occidentale du Cameroun ont fait 3000 morts et près de 700 000 déplacés internes. Des groupes d'aide comme Aro Cameroun aident les déplacés avec une formation professionnelle et un soutien psychologique. Kwame Mendy Fritz est le coordonnateur national pour Aro Cameroun. Ces séances de guérison des traumatismes visent à préparer psychologiquement l'esprit des personnes déplacées. Ensuite, nous leur donnons des compétences entrepreneuriales et nous les soutenons. Ils pourront par après sortir et se débrouiller tout seuls. Le Cameroun a tenu en septembre dernier un dialogue national pour tenter de mettre fin au conflit séparatiste, mais avec peu de succès. Les rebelles affirment que les membres de la minorité anglophone du Cameroun sont traités comme des citoyens de seconde zone et ils veulent l'indépendance. Pendant ce temps, les civils pris dans les combats ne peuvent qu'espérer la paix afin de pouvoir un jour rentrer chez eux. Après des années de guerre civile, le nouveau gouvernement d'unité du Soudan du Sud exhorte les citoyens à œuvrer à la réconciliation et à pardonner les auteurs de violences. Ces mesures sont-elles réalistes dans une nation profondément divisée? Sur cette question, un reportage de Chika Odoua, correspondant de VOA Djouba, la capitale sud-soudanaise. Le récit est signé Nathalie Barge. Junior Do, 31 ans, ne s'est pas remis de la perte de son cousin, tué alors qu'il combattait dans la guerre civile au Soudan du Sud. Il pleure aussi 3 de ses frères et sœurs également morts et sa mère qui a été torturée par des rebelles, l'ayant plongée dans un réservoir d'eau. Ma mère a été mise à l'eau, elle s'est évanouie 4 fois et c'est un souvenir qui l'empêche de revenir au Soudan du Sud. Elle déteste tellement. Junior Do n'a pas vu sa mère depuis 2016. Il l'appelle souvent dans le camp de réfugiés où elle vit au Kenya. Mais elle a juré de ne jamais retourner dans son pays natal. Après avoir perdu tant de membres de sa famille à cause du conflit, il a gardé de l'amertume envers d'autres communautés ethniques de son pays. La seule chose que j'avais à l'esprit était d'obtenir une arme à feu pour me venger. Le peuple du Soudan du Sud a enduré des décennies de guerre. Les combats intenses ont laissé de profondes cicatrices au sein des populations. En février, le président Salva Kiir et l'ancien vice-président Riek Machar ont finalement formé un gouvernement d'unité après plus d'1 an de retard dans les négociations. Nous espérons qu'ils seront à la hauteur, en particulier pour la réconciliation, qui demande vraiment du temps et exige beaucoup d'efforts. Les dirigeants ont impliqué les civils dans les querelles politiques, ce qui a généré des inimitiés entre les communautés. Et avec le retour de la paix, je pense qu'il est temps de réparer ces relations rompues.
Rétablir les relations est exactement ce que le comité gouvernemental essaie de faire. Un raisonnement est de pardonner et d'oublier. L'autre est que trop de mal a été fait. Des gens ont été victimes, des massacres ont eu lieu, des crimes ont été commis. Ici, vous arrivez à un autre point de vue. La perspective africaine est généralement d'essayer de se réconcilier, de compenser éventuellement et de ne pas en parler en termes de punition. Le gouvernement fait la promotion de l'approche africaine à travers diverses initiatives. Le programme Power to Forgive, organisé par des églises sud-soudanaises, offre un service d'assistance téléphonique. Des gens de toutes parts aux prises avec l'amertume et les traumatismes liés à la guerre appellent pour parler avec un conseiller formé. Le christianisme est la religion principale du pays et les églises font un effort pour rétablir la paix. C'est le rôle que joue l'Église, revenir vers Dieu, se réconcilier avec soi-même et avec les autres. Dans un quartier de Juba, des jeunes militants organisent un camp de la paix qui offre un espace à la jeunesse souhaitant s'exprimer sur les douleurs de la guerre. Le camp de la paix rassemble les gens pour être en mesure de créer des relations à un niveau personnel avec quelqu'un d'une certaine communauté que vous avez toujours considéré comme un ennemi. Les militants espèrent que ces initiatives apporteront des changements positifs pour reconstruire une nation déchirée par une longue guerre. Autre lieu, autre conséquence de la guerre, la République centrafricaine est l'un des pays qui ont été ravagés par des guerres civiles et plusieurs milliers de personnes portent toujours en RCA les séquelles de ces conflits. Parmi les victimes, certains ont perdu soit leurs jambes ou leurs bras, mais n'ont pas perdu espoir. Elles ont trouvé des moyens de rester en forme et actives en faisant du sport. Plus de détails avec Thierry Kaoré. Ces personnes vivant désormais avec un handicap ont choisi le basketball en fauteuil roulant comme forme d'exercice afin de surmonter leur handicap. Pour Simplice Lengui Zandanga, secrétaire général de l'association handisport de la Centrafrique, cela leur permet d'être actifs et pourrait aussi leur ouvrir des portes. Pourquoi pas aller aux Jeux Olympiques comme les autres, comme les valides, pourquoi pas faire de grandes choses dans le sport et même avoir un métier à travers le sport. Donc ça nous donne notre dignité, ça nous redonne un espoir. Un espoir qui paye parfois, car l'équipe nationale de basketball en fauteuil roulant a déjà remporté le 2e prix lors du concours africain des parasports en 2001. Avec leur situation, la vie de ces personnes est parfois plus difficile à cause du manque d'infrastructures adaptées dans cette ancienne colonie française. Néanmoins, elles peuvent compter sur ce centre de fabrication de prothèses. Donc ils viennent ici, on les prend, on charge et ensuite on fait la prothèse sur mesure. Et après on fait la livraison et voilà, on fait l'apprentissage, comment la personne peut marcher. Et comment la personne peut utiliser son appareil. 50% des cas traumatiques reçus ici dans ce centre sont liés aux conflits armés. Les prothèses et les thérapies leur permettent de retrouver une vie presque normale. J'ai été amputé à cause d'une balle et je marchais sur des béquilles. Maintenant, avec la prothèse, je peux travailler de mes propres mains, prendre soin de mes enfants et être actif dans la vie. Bangui possède une seule clinique depuis 1997 où les personnes vivant avec un handicap moteur peuvent trouver de l'aide, alors que l'Organisation mondiale de la santé estime à 30 000 le nombre de personnes vivant avec un handicap lié au conflit en Centrafrique. Ici aux États-Unis, la ville de New York est désormais l'épicentre de l'épidémie de coronavirus. Tous les magasins considérés comme étant non essentiels ont été fermés et les rassemblements inutiles de toute taille ont été interdits pour imposer la distanciation sociale. Carole Pearson de VOA rapporte que cette distance de sécurité est selon les experts l'un des meilleurs outils pour contenir le virus. Dili Diko raconte.
Les organisations médicales américaines et les professionnels de la santé, médecins, infirmiers et personnels d'hôpitaux ont écrit une lettre ouverte au public américain l'exhortant à rester à la maison. Ils ont expliqué que l'isolement chez soi est la clé pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus. Cette pratique empêchera les gens de toucher les surfaces que d'autres ont touchées, des personnes potentiellement porteuses du virus. Les bactéries vont être partout, donc si vous ne vous lavez pas les mains avant de manger ou si vous touchez une surface qui pourrait être contaminée, vous risquez de tomber malade. Certains virus peuvent vivre pendant des semaines sur une surface, vous devez donc vraiment essayer de garder votre environnement propre. Selon les instituts nationaux de santé aux États-Unis, ce coronavirus peut vivre dans l'air jusqu'à 3 heures. Et en fonction du type de surface, sa durée de vie peut aller jusqu'à plusieurs jours. Donc, si vous touchez un bouton d'ascenseur, une rampe d'escalier roulant ou d'escalier ordinaire, voire une poignée de porte, vous pourriez avoir le virus sur les mains. Tous les objets touchés par des mains vont être probablement contaminés. En général, la grande majorité de vos maladies proviennent de vos propres mains. Il est donc primordial de se laver les mains correctement en prenant son temps avec assez de savon, assez de mousse ou du désinfectant si c'est la seule chose à votre disposition. Les médecins suggèrent de tousser dans les coudes pour éviter la propagation du virus. Mais il est préférable de tousser dans un mouchoir et de le jeter. Le nouveau coronavirus semble se propager principalement au sein des communautés, dans les restaurants et lors de rassemblements plutôt que dans les hôpitaux. C'est pourquoi l'éloignement, la désinfection des surfaces et des objets fréquemment touchés, comme les claviers d'ordinateur, les téléphones mobiles, et le lavage des mains vous protègent et protègent les autres. Les organismes de santé souhaitent aider les gens à se remettre du Covid-19, mais ils disent qu'ils n'y parviendront que si les Américains font leur part en suivant les conseils qui vont permettre au personnel soignant de ne pas tomber malade. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous. Passez une excellente soirée.